Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à N'Djamena au Tchad, d'où nous émettons en direct émission sur le thème processus électoral et enjeu du scrutin du 10 avril prochain, ici au Tchad. En première partie d'émission, on a essayé de décortiquer quand même le sujet. Nous sommes avec 4 invités sur ce plateau. Pour vous qui nous rejoignez, je vous les présente. Nous sommes avec M. Mahamat Hissène qui représente le candidat Idriss Déby Itno. Merci d'être toujours en notre compagnie. Également, M. Célestin Topona représente ici le candidat Kebzabo Saleh, merci. Et également avec nous, un acteur de la société civile, Jean Bosco Manga, merci. Et puis M. Akibou Oumar Sibou, qui est le représentant du candidat Mahamat Ahmad Alabou. Déjà pas mal de réactions de nos téléspectateurs. Nous en tenons compte pour mener ce débat. Et vous pouvez continuer par nous envoyer vos réactions à l'adresse tchad2016@africa24tv.com par SMS ou par WhatsApp, à l'adresse 00235 65 53 13 39, l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour continuer dans cette émission, nous avons recueilli quand même la réaction de l'homme de la rue qui a son mot à dire aussi. Écoutons tout de suite cette réaction menée par Paul de Singwe. Biométrique, surtout avec une opposition engagée. J'espère que la ville, là, toute ville derrière Déby Itno seulement. Et il sera en tête, premier tour seulement. Si Déby arrive à remporter, c'est bon. Il faut pas semer des troubles. Mais j'adresse aussi aux opposants. Si M. Déby arrive à remporter les élections dans la transparence, il faut qu'il les félicite. Mais dans le cas contraire, le des opposants arrive à remporter les messages, il faut que Déby les félicite comme on en a fait au Burkina Faso, au Bénin, au Nigeria. Il faudrait que chaque Tchadien retire d'abord sa carte. Et si toutes les cartes sont retirées par les citoyens, c'est là où la CENI effectivement a fait son travail. Mais sinon, bon, au début, les gens ont craint que la CENI ne devrait pas faire son travail, mais voilà que la CENI était à pied d'œuvre. Au niveau du recensement, nous avons vu que la majorité des gens qui étaient devant l'appareil, ils ne maîtrisent pas bien l'appareil. Nous souhaitons que pour l'élection, il faut que ce soit des gens qui compétents, qui connaissent mieux, qui connaissent comment utiliser l'appareil. Et nous avons à l'intérieur que l'organisation internationale va envoyer aussi ces éléments. Et nous avons le contrôle va être bien. Vous avez même vu... il y a certaines personnes qui ont des difficultés à retirer leur biométrie, tellement que la CENI n'est pas organisée, donc les gens ont un peu cette difficulté de retirer leur biométrie. Les enjeux là, d'après le président sortant et les opposants, vraiment il y aura vraiment des conflits, d'après mes visions, je peux le dire. Parce que je suis sûr et certain que beaucoup ne veulent pas que lui il vienne au 5e mandat. Des propos recueillis par les envoyés spéciaux d'Africa 24 déployés un peu partout ici au Tchad, d'où nous émettons en direct. On avait marqué une pause pendant qu'on abordait un aspect très important, le fait que les décisions se prennent par consensus au niveau de la commission électorale. Est-ce qu'il ne faut pas saluer cette prouesse du législateur tchadien? Parce que les décisions auraient pu être prises par vote. Mais c'est une conséquence du consensus politique, tout simplement, parce que ce sont les acteurs politiques qui ont souhaité que la CENI soit paritaire pour éviter les écueils que nous avons constatés les années précédentes. Mais je voudrais simplement dire que si tout ce mécanisme a été mis en place, c'est pour exorciser la fraude. Notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on répète ce qui s'est passé il y a quelques années. Parce que les Tchadiens ne sont plus prêts à accepter une opération électorale entachée par des fraudes. Voilà pourquoi nous, les acteurs politiques, nous comptons sur la bonne foi des membres de la CENI. Et nous disons également qu'ils ont une lourde responsabilité à ce sujet parce que les Tchadiens ont les yeux tournés vers eux. Il ne faudrait pas que les membres de la CENI puissent se faire influencer par quelque parti que ce soit. Et nous soupçonnons légitimement le parti au pouvoir parce que, effectivement, comme l'a dit mon collègue du PLD tout à l'heure, le président de la CENI n'a pas, à mon avis, reçu le consensus nécessaire parce qu'il faisait partie d'un membre du bureau exécutif d'un parti de l'opposition. Or, cela est contre les règles, contre la loi qui met en place cette institution qui doit gérer toutes les actions électorales. Mais malgré nos protestations, rien n'a été fait. Et le président de la CENI est resté sous un consensus qui n'en est pas. Parce que
nous, au niveau de l'UND, nous avons toujours dénoncé cela. Maintenant, est-ce qu'il va s'amender ou pas? Mais déjà, il y a une sorte de récrimination latente qui est en train de se préparer par rapport à cette question. Je vais recueillir le point de vue de M. Mamaki Sen. Comment est-ce que vous avez pu imposer quand même le président de la commission électorale en veille contre tous? Imposer, non. Il y a eu une première sélection quand j'étais président du cadre national de dialogue politique qui a abouti à une désignation. Et après un moment, on a découvert que le jeune homme avait des antécédents pas très louables. Je n'étais plus président du CNDP quand le deuxième a été nommé. Il a été nommé également sur dossier, c'est sur la qualification. Et c'est après sa nomination que certains partis politiques ont révélé qu'il appartenait à un parti, mais parti de l'opposition. Si c'était un parti de la majorité, on peut dire oui, le MPS a imposé quelqu'un de la majorité. Mais c'est quelqu'un qu'on a affilié maintenant à l'opposition. Et compte tenu de son CV, les autres partis ont estimé que s'il pouvait prendre son indépendance, on lui ferait confiance. Donc peut-être qu'il s'est trop affranchi de son parti politique. À ce moment-là, on dit non, il est d'un parti politique, il ne peut pas être président de la CENI. Je n'étais plus président du CNDP à ce moment-là, mais les autres membres de la CENI, qui étaient déjà désignés en même temps que lui, ont estimé qu'il était suffisamment indépendant pour pouvoir diriger. Et je répète, ça aurait été un problème s'il était de la majorité. Mais il est plutôt de l'opposition. On va évoluer dans cette émission, M. Akibou. Certaines personnes ont remis quand même en cause la biométrie en tant que telle, en disant pourquoi biométrie à 6 doigts alors qu'il faudrait une biométrie à 10 doigts. Non, la biométrie qui est là, c'est-à-dire le problème, ce n'est pas la biométrie, comme l'a dit mon camarade, c'est-à-dire le problème, c'est exorciser la fraude qui est le problème ici au Tchad. La biométrie, même la carte, ne sais pas, informatisée, pouvait régler les problèmes si les acteurs étaient sérieux, si les MPS jouaient leur rôle pour ramener la paix dans ces pays. Mais maintenant, la biométrie, elle est passée, mais c'est le maillon, tous les chaînes de la biométrie qui est en train de prendre des coups. Déjà, on a distribué les cartes sans pour autant passer par les kits de distribution des cartes. Et les cartes, voilà, des rumeurs qui circulent dans la ville que les cartes sont en train d'être achetées par je ne sais pas qui. Et pour faire quoi? On ne sait pas tout ça là. Donc, la biométrie en elle-même n'est pas vraiment le problème. La biométrie, elle est en train de passer, mais il faut quand même qu'on respecte tous les processus de la biométrie. Vous souhaitez que tous les acteurs jouent à fond? Tous les acteurs jouent à fond les règlements. Mais ce n'est pas le cas. On a tout de suite relevé que la CENI doit prendre les décisions par consensus. Ça, c'est l'idéal. Mais il arrivera, même dans le code électoral et le règlement intérieur de la CENI, il est prévu que aussi, si le consensus n'est pas obtenu, on va passer au vote. Et beaucoup de choses qui se sont passées à la CENI, sûrement que ces choses-là sont passées par des votes. Et le PLD n'est pas là, le représentant du PLD n'est pas là pour pouvoir vraiment dire sa voix. Donc nous avons parlé du processus électoral, de la commission électorale, nous avons parlé de la biométrie, mais il y a aussi le contexte électoral, le contexte dans lequel ce processus-là se déroule, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a un fait qui défraie la chronique, c'est l'arrestation de 4 acteurs de la société civile. Monsieur Manga, comment est-ce que vous avez vécu cela? On a vécu difficilement. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un contexte qui n'est pas vraiment une démocratie, parce que la démocratie, par essence, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui veut dire qu'il faut laisser une marge de manœuvre aux citoyens de s'exprimer librement. Mais cela n'est pas le cas actuellement, parce que le citoyen... toute décision politique qui a un impact sur la vie du citoyen oblige les acteurs de la société civile à réagir pour alerter l'exécutif, pour alerter le pouvoir que voilà, de tels comportements ont des impacts sur la vie du citoyen et qu'il faut changer. C'est effectivement les alertes que la société civile s'est mise à faire depuis quelque temps, à la veille de cette élection, en démontrant qu'après 25 ans de pouvoir personnel, omnipotent et brutal, où le président tient seul la réalité du pouvoir, l'exécutif qui est lui-même, le législatif avec ses obligés députés et le judiciaire par l'ingérence directe dans la magistrature. Et
un pouvoir qui est un État prédateur, des lois perverties, c'est-à-dire une minorité privilégiée. Mais est-ce qu'en parlant, vous tenez compte des faits incriminés? Parce qu'il y a des faits qui ont été incriminés, justement. Oui. Si les acteurs se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux, c'est qu'on leur reproche un certain nombre de choses. Une chose, quand la Constitution dit que les manifestations et les marches pacifiques sont autorisées, c'est que c'est un droit qui est constitutionnel, qui est reconnu à un citoyen. Mais le fait de préparer un acte ou bien un droit constitutionnel ne peut pas être constitutif d'une infraction pénale. Parce que là, la marche et les manifestations pour lesquelles les acteurs de la société civile sont actuellement inculpés n'ont jamais eu lieu. Ils le préparaient juste et ils préparaient l'exercice des droits constitutionnels. Très bien, monsieur Manga. D'abord, je reviendrai vers vous. Hein. Monsieur Tupuna, est-ce que vous avez compris l'arrestation et la détention de ces 4 acteurs de la société civile? Je ne peux jamais comprendre cela. Autrement dit, nous ne sommes plus dans un pays démocratique. Moi, je voudrais simplement poser cette question. Pourquoi le pouvoir est-il frileux à toute tentative de manifestation? Parce que la société civile n'a pas pour vocation de prendre le pouvoir. Donc, je ne comprends pas la peur que le pouvoir entretient chaque fois que la société civile veut simplement exercer son droit en démocratie et donner son opinion sur la marche politique du pays. Aujourd'hui, on aurait dû simplement laisser la société civile prouver son organisation en manifestant comme elle le souhaite et pacifiquement. Vous voulez dire que l'arrestation et la détention de ces acteurs de la société civile est arbitraire? Elle est arbitraire à plusieurs titres. Et moi, je les condamne et je demande qu'on libère ces acteurs de la société civile parce que sans société civile, il n'y a pas de démocratie. C'est un élément très important pour l'amélioration, la consolidation de notre démocratie. Mais je pense que dès lors que les intéressés, qui sont des responsables des syndicats, d'autres associations, clament haut et fort qu'ils veulent manifester pacifiquement, je crois qu'il faut simplement les laisser manifester. Merci, M. Topona. M. Akibou, est-ce que vous comprenez quand même que les raisons avancées pour pouvoir mettre sous mandat de dépôt les 4 acteurs de la société civile? Personne au pays ne comprend ça. Peut-être quelqu'un sur cette table le comprendra. On verra s'il ne va pas nous dire qu'il n'était pas aussi informé comme il a dit pour les autres questions. Mais ce qui est là, c'est un délit d'intention. Les gens, ils ont l'intention de faire quelque chose. Avant qu'ils ne passent à l'acte, on vient, on les prend et on les met en prison. C'est tout simplement ça. S'ils avaient agi, descendu sur le terrain, cassé quelque chose, on aurait dit que vraiment ils ont fait des infractions ou quelque chose comme ça. Mais seulement dans leur tête, ils ont mis dans le pied, ils ont fait des communiqués, demain nous allons sortir, ils ne sont même pas sortis. Alors, la nuit, on vient les ramasser. Alors, M. Mahamat Hissène, apparemment, le délit d'intention est puni sévèrement ici. Ici, les libertés se télescopent. Il y a la liberté de manifester, mais il y a aussi l'organisation des élections qui nécessite une ambiance sereine, qui embrasse un calme. Et le même code électoral punit les personnes qui, par le bruit, par des manifestations, tenteraient d'empêcher les gens d'exprimer leur vote ou tenteraient d'influencer leur vote. Or, la société civile dit ouvertement, elle réclame ouvertement, depuis au Tchad, le droit de se mêler de la chose politique aussi. Donc, nous sommes en période d'élection, la campagne est lancée et l'autorité doit veiller à ce que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. En ce moment-là, les gens lancent des appels pour des manifestations, pour des grèves. Ça va perturber le processus électoral. Donc, faisons chaque chose en son temps. Mais est-ce que les actes incriminés ont-ils été posés? Mais si on attend qu'ils soient posés, est-ce qu'on peut continuer la campagne? La marche pacifique, en quoi elle entrave? Une marche pacifique, en quoi elle entrave la campagne électorale? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va se terminer pacifiquement? Mais les forces de l'ordre sont là pour pouvoir assurer la sécurité, voilà. Non? Alors, si on n'est pas sûr de pouvoir arriver à une marche pacifique, mais attendons un moment. Donc, vous reconnaissez que c'est un délit d'intention. Monsieur Manga, oui. Monsieur Manga, oui. Je m'étonne que pour le lancement de la campagne du président de la République, avec ce nombre, les forces de l'ordre ont pu
assurer la sécurité de toute cette masse de personnes et qu'on n'est pas capable de canaliser ou bien de garantir la sécurité à ceux qui veulent organiser une marche ou une manifestation pacifique. Donc je crois à ce niveau que quand M. Mamatisen dit que la société civile s'implique dans la politique, ça m'étonne, parce que ça c'est une mauvaise définition de la politique. La politique c'est l'art de gérer la cité. Et la cité est composée des citoyens. Et les citoyens, toute politique doit s'orienter vers les citoyens. Et si ça a un impact négatif, ils réagissent à travers la société. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On fait un dernier tour de table rapidement et se prononcer vraiment sur ces 4 acteurs qui sont détenus aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'issue de cette affaire, monsieur Je souhaite Topona? que cette issue soit très bonne et qu'on libère immédiatement les 4 leaders de l'opposition, de la société civile, pardon, parce que nous souhaitons que la sérénité que nous constatons en ce moment dans le processus électoral soit garantie. Parce que là, c'est comme on a jeté quelque chose de nouveau qui perturbe aujourd'hui la sérénité que nous tous nous souhaitons. Donc, pour moi, il n'est pas question de maintenir ces gens-là en prison, il faut les libérer le plus rapidement possible. Alors, M. Akibou, normalement, les juges vont se prononcer, mais est-ce qu'on ne se hâte pas à juger plutôt que de laisser les juges quand même se prononcer dans cette affaire? Les juges n'ont pas la main libre pour juger. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Les juges, s'ils sont capables de juger, ils auront dû le faire depuis longtemps. Aujourd'hui, les gens se sont présentés au niveau. Et qu'est-ce que le juge a trouvé? Il a renvoyé ça pour le 7. Donc, c'est qu'on cherche par tous les moyens à ce que la société civile ne puisse pas dire son mot dans les processus politiques, que nous-mêmes, l'opposant, nous-mêmes, les politiques, nous les avons invités et nous les avons mis dans la CENI pour travailler avec nous. Donc la société civile ne s'est pas invitée dans les politiques. Nous-mêmes, on est parti les chercher pour les mettre à la CENI, pour pouvoir travailler avec nous. Et qu'on les laisse faire leur travail, comme tout organe de la société tchadienne qui devrait faire son travail. Merci. Ces gens sont arrêtés illégalement. C'est des délits d'intention qu'on les a arrêtés, qu'on les libère au plus vite. Monsieur Manga, est-ce qu'on ne devrait pas attendre quand même que les juges rendent leur verdict, si tant est qu'on fait confiance à la justice de son pays? Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre secrétaire général du gouvernement ce soir. C'était un réquisitoire terrible vis-à-vis de la société civile. Ce qui veut dire que si nous, on ne laisse pas le juge donner son verdict, c'est que le gouvernement est en train de prendre parti en influençant l'issue de ce procès. Donc nous disons que c'est une mauvaise campagne pour le parti au pouvoir. Je crois qu'on doit nourrir notre démocratie de débats contradictoires pour que ça avance. Débat contradictoire, en tout cas, on y est, sur Africa 24. Et nous allons laisser M. Mamatisen conclure cette émission et nous dire comment est-ce que les 4 seront jugés. Est-ce qu'il ne faut pas mettre balle à terre pour relancer le processus qui a très bien commencé? Par principe, quand quelqu'un est devant un juge, je ne le juge pas. J'attends que le juge le juge. Oui, mais le président de la République est le chef suprême des magistrats. Pas maintenant. Il est candidat. Oui. Tout acte qu'il va poser va être interprété dans le sens électoral. En tout cas, ce acte-là ne sera pas mal interprété. De toute façon, de l'avis de tous ceux qui sont sur ce plateau, non? Oui. Le président de la République peut faire un geste, non? Est-ce que vous ne militez pas pour cela? Je ne parle pas à la place du juge. Mais vous conseillez le président, M. Mamatisen. Je sais que vous êtes très proche du président et vous savez ce qu'il pense. Ah, c'est et vous pouvez militer pour lui. Il ne faut pas parler comme les gens de la rue. Stanislas. Non, je m'en tiens à ce que dit le juge. Oui. Merci, merci. En tout cas, pas mal de réactions de téléspectateurs. M. Tidjani Mahamat Dinasso, M. Mahamat, M. Nelson Garmadi, pas mal de réactions qui ont été quand même déjà prises en compte quand M. Tidjani dit une question à tous les représentants sur le plateau. Est-ce que les cartes sont vraiment biométriques? M. Mahamat dit l'opposition et la société civile veulent l'alternance. Pourquoi ils ne présentent pas un seul candidat?
Que fera la classe politique si les acteurs de la société civile ne sont pas libérés avant le 10 avril? Pas mal de réactions comme ça. Rapidement, pourquoi pas une candidature unique de l'opposition? Non, je pense que c'est une question de stratégie. Nous avons une élection à 2 tours. Je crois qu'on se verra au 2e tour. Ce n'est pas évident. C'est même impossible que le candidat de MPS puisse passer au 1er tour. Donc, je crois que les cartes vont être redistribuées vous le dites au 2e par tour. réalisme ou bien vous le dites juste pour le par expérience et par conviction profonde que le candidat du MPS ne va pas passer. Bon, de toute façon, on n'a pas parlé de chaos ici, hein, mais est-ce que vous pensez que l'opposition aurait pu se mettre ensemble et parler d'une même voix dès le 1er tour? Bon, comme l'a dit mon confrère, les stratégies consistent à fragiliser les partis au pouvoir au 1er tour. Et nous, pour moi, je pense qu'ils ne pourront même pas arriver au 2e tour. Et donc, au 2e tour, nous allons voir. Nous allons nous aligner derrière les candidats de l'opposition. Monsieur Marbatissène, vous avez des craintes que l'opposition se mette à parler de même voix? Non, je peux raconter une anecdote. Pendant la période coloniale, un administrateur dit à des gens qui viennent pour nommer un chef à leur groupe, demain, il faut amener votre chef rasé, je vais lui faire passer un turban et ce sera sa consécration comme chef. Merci. Et demain, ils sont venus tous rasés. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Je rappelle que nous étions avec M. Marbatissène. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez représenté sur ce plateau le candidat Idriss Déby Itno. Merci. Également, nous étions avec M. Célestin Topona qui représentait le candidat Saleh Kebzabo. Merci. M. Akibou Oumar Seydou représentait sur ce plateau le candidat Ahmad Alabo. Merci. Oui, et puis, M. Manga, M. Jean Bosco Manga, qui représentait les acteurs de la société civile. Merci beaucoup. Nous allons prendre congé de vous, mais tout à l'heure, nous reviendrons sur ce plateau pour recevoir un candidat à cette élection présidentielle au Tchad, élection prévue pour le 10 avril prochain. Il s'agit très bien d'un candidat que vous allez découvrir dans quelques instants. Mais avant, il s'agit très précisément de M. Mahamat Yosko Brahim, qui est président du Mouvement démocratique africain MDA. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On aura l'occasion d'approfondir ces pistes de discussion qu'on a amorcées tout à l'heure. Mais pendant que le débat se tient sur ce plateau, les candidats sont sur le terrain afin d'aller à la rencontre des militants et des populations. Suivons tout de suite ce que nous ont ramené les reporters d'Africa 24 qui sont positionnés un peu partout dans le pays. Dans ce journal de campagne, depuis N'Djamena au Tchad, Médard Laoken, le candidat à la présidentielle du 10 avril 2016, était en meeting à Laï, dans le sud du pays. Le leader du CTPD souhaite instaurer une société libre et démocratique s'il est élu président de la République. Plus de détails dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar. La Convention tchadienne pour la paix et le développement, CTPD, est à l'intérieur du pays pour la mobilisation des électeurs. Laoken Kourayo Médard, candidat du parti CTPD pour la présidentielle du 10 avril 2016, a été accueilli à l'entrée de la ville de Laï, région du Tadjilé, au sud du pays. Laoken Kourayo annonce aux populations une nouvelle ère, celui du changement avec son programme pour le développement équilibré des différentes régions du Tchad. C'est parce que c'est vrai, avec la route qu'ils n'ont pas faite, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Laï. Vous savez que c'est toujours par Laï que nous passions pour aller à N'Djamena. Et que depuis ce temps-là, c'est Moundou. Mais je voudrais vous inviter vraiment à faire un choix sérieux. Le Tchad doit changer. La CTPD souhaite mettre sur pied une société libre et démocratique, dans laquelle les Tchadiens vivront ensemble dans la tolérance et la cohésion. Pour atteindre cet objectif, le parti promet de lutter pour plus de justice sociale. Je connais parfaitement l'histoire de cette ville. Si nous sommes élus, effectivement élus, la première des choses à faire, c'est de bitumer la route de Laï à Djouman, de Laï à Doba et de Laï à Kélo. Je crois que si toutes ces voies sont bitumées, en toute saison, Laï va se battre pour son développement. Maire de la ville de Moundou, la deuxième ville du Tchad,
Le candidat du CTPD se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Le parti de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, CTPD, a aujourd'hui 2 élus qui siègent à l'Assemblée nationale et 14 conseillers municipaux. Joseph Dimranga Dadnadi a officiellement lancé sa campagne à Ati, dans la région de Batar. Là-bas, l'ancien Premier ministre a dévoilé quelques grandes lignes de son projet de société. Suivez le reportage de notre envoyé spécial, Lefti Oumou. Joseph Dimranga Dadnadi, candidat à la présidentielle du 10 avril 2016, a lancé sa campagne électorale à Ati, une ville située à 290 km de N'Djamena, la capitale politique. Face à une foule de militants et sympathisants, le candidat du cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, CAPSUR, Joseph Dimranga Dadnadi, a dévoilé sa vision pour le Tchad. Le message véhiculé par Joseph Dimranga Dadnadi se résume à la reconstruction du Tchad dans l'unité et la paix. Il a profité de l'occasion pour justifier le choix de la ville d'Ati pour le lancement de sa campagne électorale. Je commence toujours par Ati parce que c'est le centre et notre parti est du centre. Nous sommes en campagne et généralement c'est la période où les gens disent un peu de tout. Mais je ne suis pas venu pour raconter ma vie ici. Je suis venu pour vous demander de nous aider à transformer ce pays. Les grands axes du projet de société de Joseph Dimranga Dadnadi aborde entre autres la question du déficit énergétique ou encore la réforme du secteur éducatif tchadien. À travers ses échanges avec les populations, l'ancien Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadi a réaffirmé sa détermination à mettre en application ses engagements si les populations de la région de Bata Dati lui accordent leur suffrage le 10 avril 2016. Je veux qu'à partir du 10 avril, la ville d'Ati soit comme celle de Koumra, celle de N'Djamena, électrifier la nuit et un autre courant de jour. Je ne suis pas venu pour parler des âmes. Joseph Dimranga Dadnadi entend rétablir l'égalité territoriale et doter les régions de moyens pour leur développement économique. Aussi veut-il réhabiliter l'image de l'administration auprès des usagers s'il est porté au Palais Rose au soir du 10 avril 2016. Âgé de 62 ans, Joseph Dimranga Dadnadi a été Premier ministre du 21 janvier 2013 au 21 novembre 2013 dans le régime du président Idriss Déby. Tournée marathon dans le sud pour le candidat de l'ARD. Abdoulaye Mbani était en meeting à Madana et à Koumra. Il a un projet phare, instaurer le fédéralisme au Tchad. Plus de détails dans ce reportage de Sadoalizé Mortar. En campagne pour la présidentielle du 10 avril 2016, Abdoulaye Mbodou Bami est à Madama, une localité située à 35 km de Doba, au sud du Tchad. Le candidat de l'Action pour la République, ARD, vient dans cette ville pour présenter aux populations son programme qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu à la magistrature suprême. Il veut instaurer le fédéralisme au Tchad. Le fédéralisme est le seul système qui va vous permettre, vous, population présente ici, de décider du destin de votre pays. Avec l'ARD, c'est fini. Tous les villages, quelle que soit la taille, vont être dotés en pompe manuelle et en château pour permettre à la population de boire de l'eau potable. La lutte contre la pauvreté, c'est l'autre point qui tient à cœur au candidat de l'ARD. Abdoulaye Mbami dit vouloir mettre à la disposition des populations des microcrédits. Aussi, des mécanismes seront-ils mis en place pour moderniser le système de production agricole. L'ARD a décidé de prendre son destin en main. Nous avons décidé, les militants et militants de l'ARD, au cours du congrès à N'Djamena, ils ont décidé de prendre leur destin en main en me désignant candidat à cette élection d'avril 2016. Et pour cette élection, nous ne venons pas seulement faire des discours et puis partir, non. Notre slogan, c'est gouverner autrement pour le renouveau du Tchad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons rompre avec le passé. Selon le candidat de l'ARD, Abdoulaye Mbodou Bami, sa formation politique remportera l'élection présidentielle du 10 avril 2016 dès le premier tour. De la mobilisation de sa candidature. Pour réussir
Paris, une présentation de la position du candidat sur le bulletin unique a été faite à l'endroit des électeurs présents à ce meeting. Le candidat de la majorité présidentielle, Idriss Déby Itno, poursuit sa tournée dans le sud du pays. Il s'est rendu à Doba, dans la région du Logone oriental. S'il est réélu à la tête du Tchad, Idriss Déby Itno promet de poursuivre le développement économique entamé dans cette région. Plus de détails avec notre envoyé spécial Jean-Paul Ouedraogo. Le candidat à la présidentielle du 10 avril pour le compte de l'Alliance de l'émergence, Idriss Déby Itno, était mercredi à Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental. À cette étape décisive de la campagne électorale, les populations de la localité n'ont pas marchandé leur présence. Sorti par plusieurs centaines, le candidat, tout naturellement, s'est réjoui de la grande mobilisation. L'objectif de ce meeting a été de solliciter à nouveau les voix des militants de la zone pour la victoire du président Idriss Déby Itno, qui connaît bien la région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle son programme de gouvernance entrevoit durant les prochaines années les actions en direct des populations de Doba, notamment dans l'élevage, l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. Vous nous avez promis en son temps que 20 km de route vont être construits à Doba. Doba mérite cela. Bravo! Bravo! Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Merci. Bravo! Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En ce qui concerne les 20 km de route, c'est quelque chose qui est déjà acquis d'avance. Après Doba, le candidat du MPS a poursuivi sa tournée pour Mondou, où l'attendaient également ses nombreux militants et sympathisants. A noter que 107 partis alliés ont pris part au meeting de Doba. C'est la fin de ce journal de campagne depuis N'Djamena au Tchad. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition.